Please be seated. As I announced before the break, Le président, comme je l'ai annoncé avant la pause, nous reprendrons et à présent la Chambre se propose d'apprécier si les chefs d'accusation 1 à 3, 5 et 6 doivent être retenus pour ce qui est des moyens de preuve relatifs aux faits incriminés. En particulier, par rapport aux chefs d'accusation 1 et 2, il y a lieu de penser que des actes de génocide se sont produits dans les municipalités à Srebrenica pendant la période couverte par l'acte d'accusation. La Chambre a déjà examiné le meurtre d'un certain nombre d'individus précédemment. Le meurtre ou l'assassinat est un des actes sous-jacents de génocide reprochés à l'acte d'accusation. La Chambre renvoie également aux moyens de preuve cités par rapport aux crimes de détention et par rapport au traitement cruel et inhumain, y compris le viol et d'autres actes de violence sexuelle, en tant qu'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale visant à détruire physiquement les victimes. Les moyens de preuve fournissent également des éléments de preuve sur l'intention génocidaire des auteurs. La Chambre estime que les moyens de preuve qui lui ont été soumis, y compris les exemples ci-dessus cités, portent sur tous les éléments constitutifs du crime de génocide, les crimes de persécution et d'assassinat en tant que crime contre l'humanité, ainsi que le crime de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre examine à présent la responsabilité de l'accusé qui est engagé au titre de ces crimes. La Chambre examinera les moyens de preuve par rapport au mode de responsabilité de participation à l'entreprise criminelle commune. Comme énoncé dans la jurisprudence du tribunal, les éléments constitutifs de ce mode de responsabilité sont les suivants. Une pluralité de personnes, un objectif commun qui revient à ou comprend la commission du crime en vertu du statut et la participation de l'accusé à la mise en œuvre de l'objectif. La contribution d'un accusé ne doit être ni substantielle ni nécessaire à la réalisation de l'objectif commun. Toutefois, elle doit au moins être une contribution importante au crime faisant partie de l'objectif commun. L'élément moral requis est que les participants à l'entreprise criminelle commune aient partagé l'intention de réaliser l'objectif commun par la commission des crimes ou du crime prévu dans le statut. Les parties sont d'accord sur de nombreux aspects du parcours et du rôle militaire joué par l'accusé, tel que reproché à l'acte d'accusation, ce que la Chambre se propose de résumer. L'accusé a occupé diverses positions au sein du 9e corps de la JNA et à la date du 30 décembre 1991, il est devenu son commandant. Le 10 mai 1992, Mladic a assumé le commandement du QG du 2e district militaire de la JNA. Le 12 mai 1992, la VRS a été constituée. Également, le 12 mai 1992, l'Assemblée bosno-serbe de Banja Luka, lors de sa 16e séance, a nommé Mladic commandant de l'état-major principal de la VRS, comme cela apparaît dans le compte-rendu de cette séance, qui a été versé au dossier de l'instance en tant que pièce P431, et ce qui a été étayé par la déposition des experts Renaud Tenens et Robert Donia. Mladic a commandé l'état-major de la VRS jusqu'à au moins le 8 novembre 1996. La première entreprise criminelle commune reprochée à l'acte d'accusation porte sur l'objectif consistant à chasser à jamais les musulmans et les croates de Bosnie
habitant le territoire revendiqué par les Serbes en Bosnie-Herzégovine, et ce par la commission de crimes énumérés au chef 1 et 3 à 8. Les membres allégués de cette entreprise criminelle commune comprennent Radovan Karadzic, Slobodan Milosevic et Momčilo Krajišnik. Il est reproché à l'acte d'accusation que l'accusé a largement contribué à la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune et qu'il a partagé l'intention de commettre les crimes reprochés avec d'autres qui ont agi de concert avec lui. Par rapport au dessein commun et la pluralité de personnes de l'entreprise criminelle commune principale, la Chambre s'est vue soumettre des moyens de preuve portant sur la prise de pouvoir planifiée dans les municipalités visant à établir des institutions bosno-serbes distinctes et à créer un État homogène bosno-serbe. La Chambre de première instance a reçu des moyens de preuve selon lesquels, tout au long de l'année 1991 et au début de l'année 1992, la direction bosno-serbe, placée sous la direction de Radovan Karadzic, a commencé à mettre sur pied des structures militaires et civiles serbes parallèles dans les municipalités situées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. La Chambre rappelle à cet égard le témoignage de Milan Babic. Il note que le 24 octobre 1991, la direction bosno-serbe a établi une assemblée distincte bosno-serbe, a créé ce que j'interprète, une assemblée bosno-serbe distincte, et que à la date du 20 décembre 1991, ou à peu près à cette date-là, Karadzic a donné les instructions appelées variantes A et B aux dirigeants des municipalités afin que soient créés des organes qui n'étaient pas prévus dans l'ordre juridique existant, y compris demandant la création des états-majors serbes qui revenaient y compris la création des cellules de crise serbes, ce que j'interprète. La Chambre a reçu de nombreux moyens de preuve portant sur la promulgation des 6 objectifs stratégiques. Le 6 mai 1992, l'accusé a pris des notes relatives à une réunion dans son carnet pièce P352 avec Karadzic et un groupe de généraux de la JNA. Pendant cette réunion, Karadzic a souligné l'impératif de la séparation ethnique et a formulé 3 autres objectifs qui allaient devenir des objectifs stratégiques 2, 3 et 6, de ce qu'on a appelé 6 objectifs stratégiques. Pendant une réunion qui s'est tenue le lendemain, à laquelle a assisté l'accusé, Momčilo Krajišnik a précisé les 6 objectifs stratégiques de la direction bosno-serbe de manière expresse. Le 12 mai 1992, les 6 objectifs stratégiques ont été publiquement annoncés par Radovan Karadzic et adoptés à la 16e séance de l'Assemblée de la République bosno-serbe le même jour. La Chambre cite ici ou renvoie ici à la pièce P431. Lors de cette même séance à laquelle l'accusé a été nommé commandant de l'état-major principal de la VRS, l'accusé a montré qu'il partageait ses objectifs et semblait avoir participé à leur création, affirmant, et je cite, avoir lu, réfléchi pendant longtemps et discuté avec le cercle fermé de camarades qui ont été convoqués, les objectifs stratégiques qui sont importants. Fin de citation. La Chambre a entendu des témoignages sur la relation entre Karadzic et l'accusé. Elle note la déposition du témoin Herbert Okun, consistant à dire que Karadzic, au moins par 2 fois entre 1992 et 1993, lui avait dit explicitement que l'accusé était placé sous son contrôle en ajoutant à une occasion, et je cite, « Vous savez comment sont faits les soldats, ils n'aiment pas être contrôlés par les civils, mais nous les contrôlons quand même. » Fin de citation. En outre, la défense a fait valoir que l'accusé, et là encore je cite, a toujours émis des ordres cherchant à ce que les auteurs soient désarmés, arrêtés, fassent l'objet d'enquête et soient poursuivis. Fin de citation.
La Chambre a entendu des dépositions faisant état d'instructions ayant été données aux forces de la VRS condamnant la commission de crimes dans les municipalités, mais qu'en fait, en pratique, les soldats de la VRS ont reçu pour consigne de continuer avec la même conduite, quand bien même elle serait criminelle. La Chambre note que le 12 juin 1992, l'état-major de la VRS a donné des instructions portant sur le traitement réservé aux prisonniers, la création des camps de détention. Et la Chambre rappelle à cet effet les pièces P 377, P 189, P 3910, P 3979 et le carnet de Mladic, à savoir la pièce P 353 à la page 160. La Chambre rappelle également la déposition du témoin RM 019, membre de la 11e brigade d'infanterie légère d'Herzégovine à partir du mai 1992, qui a déposé qu'à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1992, Zoran Vukovic j'ai mal lu. Donc, il s'agit de la fin du mois de mai ou du début du mois de juin. Zoran Vukovic, le commandant de bataillon, a donné lecture d'une déclaration qui aurait été signée par Karadzic et il en a donné lecture à un groupe de soldats, y compris ce témoin. D'après la déclaration du témoin, les soldats ne devaient plus incendier de biens ni tuer d'autres prisonniers. Suite à cette déclaration, Vukovic a demandé à chaque soldat de signer un document en reconnaissant qu'ils avaient entendu la déclaration. Et Vukovic a transmis le meilleur souvenir du commandant de palais aux soldats et leur a dit qu'ils faisaient très bien leur travail et qu'il faudrait qu'ils continuent à le faire de cette manière. Et un des soldats a demandé à Vukovic pourquoi il voulait qu'il signe ces déclarations s'il fallait continuer avec les meurtres et les incendies. Et à cela, Vukovic a répondu que ce soldat ne devrait pas réfléchir trop. Le témoin RM 81 a déposé qu'il a regardé la télévision, une transmission depuis l'Assemblée de Sarajevo où Karadzic a annoncé qu'à un moment donné, les musulmans allaient disparaître de la surface de la terre. Il a également déposé en disant que vers le mois de septembre 1992, Sveto Veselinovic, président du Parti démocratique serbe de Rogatica et membre de la commission de guerre de la République serbe de Rogatica, a dit aux témoins que tous les musulmans allaient disparaître du territoire. Veselinovic a dit aux témoins qu'il avait rencontré Karadzic à Palais où il avait été décidé qu'un tiers des musulmans seraient tués, un autre tiers serait converti à la religion orthodoxe et puis que le dernier tiers partirait. La Chambre s'est vue soumettre des moyens de preuve selon lesquels, dans les différentes municipalités, la mise en œuvre de la politique de la direction bosno-serbe a eu pour résultat une expulsion à grande échelle des populations non serbes des municipalités. À partir du début du conflit en avril jusqu'en août 1992, plus de 30 000 musulmans et croates de Bosnie ont quitté rien que la municipalité de Prijedor, soit de peur, soit parce que les circonstances sur place étaient insupportables. La Chambre rappelle également ses conclusions précédentes portant sur des meurtres à grande échelle dans les camps de détention et alentours dans les différentes municipalités. Il existe d'amples témoignages de témoins et des éléments de preuve documentaires de personnes détenues dans les camps de détention dans les municipalités, d'après lesquels ils étaient placés là uniquement sur la base de leur appartenance ethnique. La Chambre rappelle à cet effet la pièce P 3801. Il s'agit en fait d'un rapport établi par le MUP bosno-serbe à l'attention de Radovan Karadzic qui porte la date du 17 juillet 1992
où il est dit que, donc je dis bien du 17 juillet 1992, et je cite, que l'armée, les cellules de crise et les présidences de guerre ont demandé que l'armée rassemble ou capture autant de musulmans que possible. Fin de citation. Qu'il convient de placer en détention dans les camps. Par ces motifs, la Chambre estime qu'il existe des moyens de preuve sur la base desquels, s'ils étaient acceptés, un juge du fait pourrait raisonnablement être satisfait, au-delà de tout doute raisonnable, que pendant la période pertinente, période visée à l'acte d'accusation, une entreprise criminelle commune a existé, composée entre autres de membres de la direction bosno-serbe et de la VRS, y compris de Radovan Karadzic et de l'accusé, dont l'objectif était de chasser à jamais les musulmans et ou les Croates de Bosnie des territoires revendiqués par les bosno-serbes en Bosnie-Herzégovine par la commission de crimes reprochés à l'acte d'accusation. Par rapport aux contributions de l'accusé à cette entreprise criminelle commune, il existe des moyens de preuve selon lesquels l'accusé, en tant que commandant de l'état-major de la VRS, a mis en œuvre des mesures afin de réaliser ses objectifs stratégiques comme précédemment énoncé afin d'atteindre l'objectif de l'entreprise criminelle commune. La Chambre s'est vue soumettre des moyens de preuve selon lesquels, tout au long de la période visée à l'acte d'accusation, l'accusé a émis 9 directives opérationnelles de mise en œuvre des 6 objectifs stratégiques et de leur intégration aux ordres des opérations d'envergure de la VRS. La Chambre se réfère par exemple aux directives opérationnelles versées au dossier de l'instance en tant que pièce P747, P1963 et P1968, ainsi qu'au rapport rédigé par Renaud Tenens. Le témoin Bayer Stacker a déposé, affirmant que l'accusé lui avait dit que les prisons de Foča, de Batković et de Kula étaient placées sous son contrôle. La Chambre a également reçu des éléments de preuve documentaires selon lesquels le contrôle de l'accusé a contrôlé les camps de détention. En particulier, la Chambre relève les pièces P2001, un ordre de la VRS datant du mois d'août 1992, selon lequel l'accusé a personnellement exercé le contrôle militaire direct sur les unités qui contrôlaient les camps de détention de Maniacha, de Ternopolje, d'Omarska et de Prijedor. D'autres éléments de preuve de participation directe de l'état-major en camp de détention se retrouvent dans les pièces P 2899, P 4147 et P 3687. Eu égard à la mensria de l'accusé, la Chambre renvoie à la participation de Mladić à la création et à la promulgation des 6 objectifs stratégiques en mai 1992, comme mentionné. La Chambre constate qu'il existe des moyens de preuve selon lesquels l'accusé, et ce pendant la période visée à l'acte d'accusation, savait que des crimes étaient commis dans les municipalités. John Wilson a déposé qu'en décembre 1992 ou en janvier 1993, il avait évoqué avec Mladić à Genève une photographie qui circulait dans les médias d'un homme sous-alimenté détenu en camp de détention serbe. La Chambre rappelle également le témoignage du témoin RM48 qui a déposé que Mladić était au courant du fait que des filles de Foča étaient détenues par ses forces en tant qu'esclaves sexuelles. La Chambre note l'effet que ces viols avaient sur les femmes musulmanes de Bosnie et la déposition d'une victime de viol qui a déclaré que d'après elle, les Serbes, et je cite, voulaient détruire notre esprit
autant que possible, parce qu'il n'y a pas de remède pour une femme qui a été violée. Fin de citation. En ajoutant qu'elle ne s'en remettrait jamais. La Chambre rappelle également le témoignage de David Harland qui a déposé que pendant la semaine qui s'est terminée le 3 novembre 1993, il était présent à une réunion où Mladic a déclaré qu'à moins que tous les 22 prisonniers de guerre serbes de la poche de Goražde soient remis en liberté, il allait tuer tous ceux qui se trouvaient dans les enclaves de l'Est, à l'exception des enfants. Les propos de Mladic prononcés lors de cette réunion ont été enregistrés par les observateurs internationaux. Ils figurent dans les pièces P4639 et la pièce D7. La Chambre de première instance a également reçu des moyens de preuve sous la forme de conversations interceptées concernant l'état d'esprit de l'accusé. Dans une conversation téléphonique interceptée au mois de mai 1992, Mladic a averti Fikret Abdić qu'il, et je cite, ordonnerait le bombardement de l'ensemble de Bihać. Fin de citation. Mladic a déclaré que, je cite, toute la Bosnie s'enflammera si je prononce une seule parole. Fin de citation. Et il a poursuivi en disant, et je cite, encore une fois, et pas simplement Sarajevo. Fin de citation. Dans une conversation téléphonique interceptée, le 5 août 1992, Mladic a menacé d'employer de l'artillerie lourde contre, je cite, une région fortement peuplée, fin de citation, si on ne répondit pas à ces exigences qui visaient à faire cesser les actions de combat. La Chambre a également entendu la déposition de Šefik Urko, un musulman de Bosnie qui a été détenu dans le camp de Razatnik à Rogatica, dans la municipalité de Rogatica, entre le mois d'août 1992 et le mois d'avril 1994. Il a déclaré que, à un moment donné, au mois d'avril 1994, 10 à 15 détenus du camp, y compris le témoin, ont été transportés jusqu'à un endroit près de Goražde. Là, on leur a donné des instructions. Et c'est le directeur du camp Bojic qui leur a demandé de travailler dans la forêt et accélérer les choses parce que Mladic allait venir. Lorsque Mladic a remarqué les détenus, il a demandé qui étaient ces personnes. Et Bojic a répondu en disant qu'il s'agissait de prisonniers de Rogatica. Mladic lui a demandé si ces hommes étaient fidèles ou s'il s'agissait d'hommes en captivité, ce à quoi Bojic a répondu que ces hommes étaient fidèles. Mladic a ensuite ordonné que ces détenus soient alignés et leur a dit que s'ils étaient disposés à changer de religion, ils pouvaient rester. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de première instance est convaincue qu'il existe des éléments de preuve sur la base desquels, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que pendant la période couverte par l'acte d'accusation, l'accusé a participé à une entreprise criminelle commune qui comprenait notamment des membres de la direction bosno-serbe, y compris Radovan Karadzic. L'objectif de cette entreprise criminelle commune était de chasser définitivement les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les bosno-serbes en Bosnie-Herzégovine au travers ou par la commission des crimes reprochés à l'acte d'accusation. L'accusé partageait l'intention des autres membres de l'entreprise criminelle commune principale qui visait à réaliser ses objectifs en commettant des crimes. Il a également contribué à cela de façon significative. Dans ces conditions, la Chambre conclut que les chefs 1, 3 et 5 et 6 peuvent être retenus. La Chambre rappelle que la défense n'a pas précisément remis en cause la deuxième entreprise criminelle commune. La Chambre va en outre aborder les chefs 9 à 10
à un stade ultérieur. La Chambre va maintenant aborder la troisième entreprise criminelle commune alléguée dans l'acte d'accusation, à savoir l'entreprise criminelle commune qui visait à éliminer les musulmans de Bosnie à Srebrenica en tuant les hommes et les garçons de Srebrenica et en déplaçant par la force les femmes, jeunes enfants et quelques personnes âgées dans l'enclave, en commettant les crimes reprochés à l'acte d'accusation au chef 2 à 8 de l'acte d'accusation. Il est allégué que la mise en œuvre de ce plan a commencé dès le mois de mars 1994 et qu'il s'est poursuivi jusqu'au 1er novembre 1995. Les membres présumés de l'entreprise criminelle commune comprennent notamment Radovan Karadzic et des officiers de haut rang de la VRS et du MUP bosno-serbe. L'accusé, comme il est allégué, a contribué à la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune en notamment commandant et contrôlant la VRS dans le but de réaliser l'objectif. Il est allégué en outre qu'il partageait l'intention de commettre les crimes reprochés avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune. Pour ce qui est de l'objectif de la dite entreprise criminelle commune, la Chambre rappelle la déposition de Momir Nikolić qui a déclaré qu'à partir du moment où les enclaves ont été mises en place, les forces de la VRS avaient pour objectif politique de provoquer le déplacement par la force de l'ensemble de la population musulmane de Srebrenica, Jepa et de Goražde en direction de territoires contrôlée par les musulmans. La Chambre a également examiné la directive numéro 7 versée au dossier sous la cote P1469 et abordée par les parties lors de la présentation de leurs arguments. Cette directive est datée du 8 mars 1995, s'adresse aux commandants des différents commandements de corps et est signée par le commandant suprême Radovan Karadzic. Cette directive ordonnait notamment que le corps de la Drina, et je cite, achève la séparation physique des enclaves de Srebrenica et de Jepa, et la citation se poursuit, au plus vite, empêchant même les individus des deux enclaves de communiquer. Fin de cette citation-ci. Et ensuite, une autre citation dans le même document. Par des opérations de combat planifiées et bien préparées, créer une situation invivable d'insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future pour les habitants de Srebrenica ou de Jepa. La citation se termine ici. La directive déclarait également doivent réduire et limiter en appliquant systématiquement et discrètement une attitude restrictive quand il s'agit de donner suite aux requêtes, le soutien logistique apporté par la force PRONU dans les enclaves et les fournitures de moyens matériels à la population musulmane, et les rendre ainsi dépendants de notre volonté, tout en évitant une condamnation à la fois de la part de la communauté internationale et de l'opinion publique mondiale. Fin de citation. La directive numéro 7 est citée dans un ordre du commandement du corps de la Drina, établi le 20 mars 1995 et signé par Milenko Jivanović. Et la directive 7/1 de l'état-major de la VRS, datée du 31 mars 1995, est signée par Mladić. Et il s'agit d'éléments qui ont été versés au dossier sous la cote P1468 et P1470, respectivement. Le commandement du corps de la Drina a inclus notamment ou a repris, correction l'interprète, le libellé de la directive numéro 7 s'agissant de la création
de circonstances insoutenables pour les habitants des enclaves. Le témoin Manolo Milovanovic a déclaré que quelqu'un qui lisait le renvoi à la directive 7 dans la directive 7.1 devait nécessairement reprendre la directive 7 pour pouvoir la mettre en œuvre pleinement. Le 2 juillet 1995, le corps de la Drina a établi un ordre pour l'opération Krivaya 95, versé au dossier sous la code P 1465. Cet ordre énonçait la tâche à accomplir en vertu des directives 7 et 7.1, à savoir de mener des offensives avec pour objectif, entre autres, la séparation et la diminution en termes de taille des enclaves de Jepa et de Srebrenica et de créer des conditions permettant l'élimination des enclaves. Plusieurs témoins, notamment Momir Nikolic et Rupert Smith, ont déclaré que l'attaque de la VRS contre Srebrenica a commencé le 6 juillet 1995. Eved Rav a déclaré que le 7 juillet 1995, la VRS a tiré sur la zone de sécurité et a pris pour cible des installations des Nations Unies, provoquant la mort d'un certain nombre de civils. Le 9 juillet 1995, dans un message qui est versé au dossier sous la code P 1466, le général Tolemir a rapporté que Karadzic avait été informé du fait que les opérations autour de Srebrenica menées par les unités du corps de la Drina avaient été couronnées de succès, permettant ainsi l'occupation de l'enclave. Et Karadzic était d'accord, entre autres, avec la poursuite de ces opérations qui visaient la prise de contrôle de Srebrenica. La Chambre a reçu des éléments de preuve de différents témoins qui précisait que Srebrenica est finalement tombé aux mains de la VRS le 11 juillet 1995. Momir Nikolic a déclaré que dans la matinée du 12 juillet, lors d'une conversation entre Popovic et Kosoric, Popovic lui a dit que toutes les femmes et tous les enfants seraient transférés vers un territoire contrôlé par les forces musulmanes. Il s'agissait soit de Kladan, soit de Tuzla. Le témoin a demandé ce qui allait advenir des hommes valides, ce à quoi Popovic a répondu que, je cite, « tous les Balia » fin de citation, doivent être tués. Le témoin RM 513 et Richard Butler ont déclaré que le terme de Balia était employé de façon péjorative par les forces serbes pour parler des musulmans. Nikolic, Kosoric et Popovic ont ensuite abordé la question des éventuels sites d'exécution. La Chambre a entendu des éléments de preuve concernant une réunion qui s'est tournée vers 20h le 13 juillet entre Beara et Momir Nikolic dans le centre de Batunac. Beara a dit à Momir Nikolic que les prisonniers musulmans seraient provisoirement détenus et ensuite exécutés à Zvornik. Dans une réunion ultérieure auquel a assisté Beara, Miroslav Deronic et Vasic, Deronic et Beara ont eu un échange de points de vue s'agissant de l'endroit où il fallait emmener les musulmans de Bosnie capturés. Momir Nikolic a déclaré qu'à cette occasion-là, Beara a insisté pour que le prisonnier reste à Bratunac, en déclarant qu'il avait reçu un ordre de, je cite, son patron, fin de citation, que les musulmans devaient rester à cet endroit. Momir Nikolic a compris que lorsque Beara parlait de son patron, il s'agissait du général Mladic, étant donné que tous les officiers parlaient de Mladic et utilisaient ce terme de patron pour parler de lui. Deronic s'est opposé à la proposition de Beara en déclarant qu'il ne souhaitait pas que les musulmans soient détenus et tués à Bratunac et qu'il avait reçu un ordre de Karadzic précisant que les
musulmans devaient se rendre à Zvornik. La Chambre a également entendu des éléments de preuve émanant de certains témoins, notamment le témoin RM 322, Damian Lazarevich, Svietin Ristanovic, sur les opérations d'ensevelissement coordonnées organisées par la VRS suite à plusieurs exécutions alléguées dans l'acte d'accusation, impliquant entre autres l'unité de génie de la brigade de Zvornik. Pour ce qui est du critère de la pluralité de personnes, la Chambre renvoie aux éléments de preuve susmentionnés concernant l'interaction et les communications entre les différents officiers de haut rang, notamment Mladic, Tolimir, Behara, Kosoric, Kerstic et Popovic. En outre, la Chambre note la déposition de Momer Nikolic portant sur la présence du commandant du MOUP, Lyubusha Porovchanin à Potocari, pendant le transport des musulmans de Bosnie, abordé plus haut dans cette décision, ainsi que la participation de Karadzic pour ce qui est de la directive numéro 7. Finalement, la Chambre rappelle les éléments de preuve cités plus tôt dans cette décision s'agissant des faits incriminés et estime qu'il peut être déduit, et compte tenu de tous les éléments présentés, que l'entreprise criminelle commune à Srebrenica a existé et qu'elle a été mise en œuvre. Pour ce qui est des contributions de l'accusé à cette troisième entreprise criminelle commune, la Chambre de première instance s'est penchée sur les éléments de preuve suivants. Dans un extrait d'une conversation interceptée qui enregistrait une voix que le témoin Lubomir Obradovic a identifiée comme étant celle de l'accusé, Mladic aurait déclaré, d'après ce qui est consigné, avoir déclaré, s'agissant de la Forprenue et des convois humanitaires, qu'il n'aurait pas pris le contrôle de Srebrenica ou Jepa s'il ne les avait pas affamés pendant l'hiver, ajoutant que depuis le mois de février, il n'avait laissé passer que 1 ou 2 convois. Cette conversation a été versée au dossier et porte à la cote P1789. La Chambre s'est également penchée sur la déposition d'Obradovic, s'agissant de la pièce P1788, une série de demandes émanant de la Forprenue à l'intention de l'état-major portant sur l'autorisation de passage des convois qui portent les paraphes manuscrits de l'accusé accompagnés du terme « non » comme preuve de la participation directe de Mladic sur l'imposition de restrictions sur les approvisionnements de l'enclave. La Chambre note en outre la déposition de Momir Nikolic où il précise que le général Kerstic commandait toutes les unités qui ont participé à l'opération Srebrenica jusqu'à l'arrivée du général Mladic qui, à ce moment-là, a repris le commandement. La Chambre renvoie également à la pièce P724 un rapport du commandant du MOUP Lyubisha Porovchanin sur le combat militaire des forces de police du 11 au 21 juillet 1995, qui précise que Porovchanin prenait ses ordres de Mladic s'agissant d'engager les forces de police, entre autres à Potocari. Momir Nikolic a déclaré en outre que lors d'une des réunions qui s'est tenue à l'hôtel Fontana dans la soirée du 11 juillet 1995, Mladic a menacé et intimidé les officiers néerlandais ainsi que Nesib Manjic, un musulman de Bosnie, leur disant qu'il souhaitait que l'armée musulmane se rende, que l'avenir du peuple de Manjic était entre ses mains, entre les mains de Manjic, et qu'il pouvait choisir soit de survivre, soit de disparaître. Ceci est enregistré dans la vidéo qui a été versée au dossier sous la cote P1147. Pour ce qui est de l'intention de l'accusé, la Chambre
renvoie aux éléments de preuve suivants en particulier. Les images vidéo versées au dossier sous la cote P1147 montrent Mladic en train de traverser la ville de Srebrenica à pied le 11 juillet en présence de forces serbes et il a déclaré entre autres « Voici, nous y sommes » le 11 juillet 1995 dans une Srebrenica serbe. Et plus loin, nous remettons cette ville au peuple serbe en guise de cadeau. Et le moment est venu de se venger des Turcs. Fin de ces 3 citations. Le témoin Renaud Tenens a déclaré que le terme de turc était employé pour désigner les musulmans de Bosnie était souvent considéré comme un terme péjoratif. Muamer Nikolic a déclaré que dans l'après-midi du 13 juillet, il a rencontré Mladic à une intersection à Konjević-Polje où il y avait visiblement des prisonniers. Mladic est descendu de son véhicule, s'est approché d'un groupe de prisonniers et s'est adressé à eux en déclarant qu'ils ne devaient pas être inquiets et qu'ils allaient bientôt être emmenés dans un lieu de leur choix. Il est ensuite retourné à son véhicule et le témoin a demandé à Mladic ce qui allait véritablement arriver aux prisonniers. Mladic a répondu par un sourire et a fait un grand geste de la main avec la main droite, de gauche vers la droite, et ce, au milieu du corps. Mladic a ensuite ri et il est remonté dans sa voiture. La défense fait valoir, par exemple, que Mladic avait une préférence pour la cessation des hostilités et qu'il avait déployé des efforts pour échanger des prisonniers musulmans contre des prisonniers serbes et que ceci exclut toute possibilité qu'il avait l'intention de détruire les musulmans de Srebrenica. En se fondant sur les éléments de preuve susmentionnés, cependant, la Chambre estime que les éléments de preuve pourraient conduire un juge du fait raisonnable à être convaincu que l'accusé possédait l'intention spécifique requise. La Chambre conclut que compte tenu de ce qui précède, il existe suffisamment d'éléments de preuve sur la base desquels, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut conclure au-delà de tout doute raisonnable qu'il existait une entreprise criminelle commune qui comprenait une pluralité de personnes, notamment Karadzic, Mladic, Tonimir, Borovchanin, ainsi que d'autres officiers de haut rang de la VRS et du MUP, dont l'objectif commun était d'éliminer les musulmans de Bosnie à Srebrenica en commettant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. La Chambre estime en outre qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve qui correspondent aux critères susmentionnés, à savoir que Mladic a participé et a contribué de façon significative à cette entreprise criminelle commune. La condition est également remplie s'agissant de l'intention de Mladic dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, à savoir qu'il partageait l'intention avec d'autres membres présumés de l'entreprise criminelle commune de commettre les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Dans ces conditions, la Chambre conclut que le chef numéro 2 peut être retenu. La Chambre rappelle que la défense n'a pas précisément remis en cause la 4e entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance va à un stade ultérieur aborder le chef numéro 11. En conclusion, la défense n'a pas précisément remis en cause les chefs 4 et 7 et 11 de l'acte d'accusation, ni les éléments généraux ou les conditions d'application des articles 3 et 5 du statut. La Chambre a examiné attentivement tous les éléments de preuve et est convaincue qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve en vertu du critère juridique applicable à ce stade de la procédure pour permettre à ces chefs d'accusation d'être retenus. En conséquence,
la Chambre de première instance estime qu'il existe contre l'accusé des charges suffisantes pour l'ensemble des chefs d'accusation de l'acte d'accusation. Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance sur la demande d'acquittement de la défense en vertu de l'article 98 bis. Before we adjourn and Avant que nous ne levions nos danses, et étant donné que nous nous reverrons peut-être pas dans le prétoire bientôt, je souhaite permettre aux parties de soulever une question si elles souhaitent soulever une quelconque question dans l'urgence. Lorsque j'ai dit que nous n'allions pas nous revoir rapidement dans le prétoire, nous avons néanmoins l'intention d'avoir la conférence préalable de la défense à la date du 12 mai et commencer à ce moment-là. Et nous entendrions à ce moment-là les éléments à décharge de la défense le 13 mai. Monsieur Groom, on m'a précisé que vous souhaitiez soulever une question. Maintenant, vous avez l'occasion de le faire. Oui, très brièvement, merci, Monsieur le Président. Hier, Monsieur le Président, la défense a déposé 9 requêtes au titre de l'article 92 ter. Elle les a déposées publiquement. L'ensemble de ces requêtes cherche à avoir une déclaration attachée en tant qu'annexe au titre de l'article 92 ter. Alors, si j'examine un peu ces déclarations, je ne vois nulle part de signature, ce qui me paraît être un peu inhabituel. Alors, je voudrais que la défense nous précise, est-ce qu'il s'agit de projets de déclaration qui recevront une signature ultérieurement ou est-ce qu'un exemplaire signé existe quelque part? Est-ce que ce sont des déclarations finales? Je voudrais que cela me soit précisé. Le président, oui, Maître Ivetic, oui, ces déclarations seront signées par les témoins à partir du moment où ils seront présents sur place pour le récollement à la haie. L'accusation, alors, est-ce que Maître Ivetic s'attend à ce que éventuellement les témoins apportent des modifications à ces déclarations? Et si oui, est-ce que l'accusation recevra les versions finales de ces déclaration à ce moment-là, avant la déposition des témoins dans le prétoire? Maître Ivetic, bien entendu, nous allons essayer d'informer l'accusation aussi rapidement que possible de toute correction ou modification apportée aux déclarations. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait de modifications en profondeur à partir du moment où les témoins seront arrivés. L'accusation, je vous remercie, Maître Ivetic. Merci, c'est une information très utile. Alors ensuite, les pièces connexes. Nous n'arrivons pas à les voir dans le prétoire électronique. Est-ce que vous allez les charger dans le système, Maître Ivetic? Nous avons eu des difficultés incroyables avec le prétoire électronique et effectivement, cela s'est poursuivi pendant les 2 dernières semaines. Nous n'arrivions pas à rentrer dans le système. Et je ne sais pas ce que nous allons pouvoir faire. Nous allons essayer de les charger au moment de la déposition des requêtes, mais je sais qu'elles ont été... Je sais qu'il y a encore des difficultés techniques et nous essayons de les résoudre. Monsieur Groom, alors, compte tenu de cela, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un exemplaire pour que nous puissions travailler, pour commencer à travailler sur les requêtes avant que les problèmes soient résolus? Maître Ivetic, oui, les pièces connexes, vous voulez dire, Monsieur Groom, oui. Le Président, alors je voudrais juste intervenir une seconde. Vous dites que vous avez eu ces problèmes techniques depuis 2 semaines et que vous avez essayé de résoudre cela avec d'autres unités, d'autres services de ce tribunal, ce qui m'étonne un petit peu que ça n'ait pas pu être résolu en dépit de tous ces efforts. Alors, est-ce que la Chambre peut vous être utile? Parce que ce ne serait pas une bonne chose que cela se poursuive. Cela nous préoccupe. Maître Ivetic, comme vous le savez parfaitement, les systèmes informatiques sont en train d'être mis à jour au tribunal depuis quelque temps et nous avons eu quelques problèmes depuis la dernière mise à jour.
Président, oui, mais peut-être que la Chambre pourrait vous apporter son assistance. Nous pourrions peut-être demander instamment aux autres services d'accorder une priorité à vos problèmes. Maître Ivetic, nous avons un problème de rentrer dans le système avec nos mots de passe. Par exemple, la plupart d'entre nous n'avons pas pu du tout avoir accès au prétoire électronique à cause de ces mots de passe. Le président, moi aussi j'ai eu ce problème, mais je dois dire qu'il a été résolu plutôt rapidement. Et à quel moment est-ce que vous avez informé notre régie de vos problèmes, Maître Ivetic? C'était lundi dernier. Le président, vous voulez dire hier ou Maître Ivetic, la semaine dernière? Le président, d'accord, je vois, cela fait 8 jours. Nous allons certainement essayer de vous aider et nous souhaiterions que ce problème soit traité en priorité. Oui, Monsieur Gaume, et enfin, un dernier point. Je voudrais savoir si Maître Ivetic pourrait éventuellement nous donner un projet de comparution de ces 9 témoins dans l'ordre compte tenu du peu de temps que nous aurons à notre disposition. Maître Ivetic, je suis pas en position de répondre. Il faudra que je consulte le reste de mon équipe à Belgrade. Donc, pour le moment, comme ils sont absents, je n'ai pas cette information, mais je peux vous la communiquer de manière informelle dès que je l'aurai. Monsieur Groom, je remercie Maître Ivetic et la Chambre. Le président, et à quel moment est-ce que vous pensez avoir cette information, Maître Ivetic? Je vais contacter le bureau à la fin de cette audience et je pense l'avoir aujourd'hui. Le président, donc il s'agit, quel est l'ordre de grandeur? Quelques jours, Maître Ivetic, oui, c'est exact. Le président, il ne s'agit pas d'une semaine qu'il vous faudrait au plus, Maître Ivetic, oui, tout à fait. Quelques jours. Autre chose, Monsieur Groom, dit Monsieur le Président. Le Président, non. Le Président, Maître Ivetic, et vous, Maître Ivetic, rien du côté de la défense. Je vous remercie. Le Président, à ce moment-là, nous allons lever l'audience et, compte tenu de la situation, j'annonce que nous reprendrons avec une conférence, avec une audience préalable à la présentation des moyens à décharge qui aura lieu le 12 mai. L'audience est levée.